Cette journée aujourd'hui, elle est très importante parce que la France, c'est plein de petits fils tissés les uns à côté des autres. Et les journées du patrimoine, elles permettent aux gens d'aller dans les synagogues, dans les églises, dans les temples franc-maçonniques, dans les églises, dans les mosquées, dans les stades, dans tous les endroits qui font la France. Au siège du Parti communiste, dans les cimetières, dans les lieux de vie, parfois même dans des lieux historiques. Donc la France, en fait, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est des petits liens qui sont tissés et qui créent des histoires humaines. Parce qu'on est tous le fruit d'un parcours. Des parcours, on va en parler ici, parce que cette expo, et je remercie les organisateurs, merci beaucoup, elle est formidable cette expo, elle explique plein de choses, et elle parle de nous, elle parle d'eux, et vous allez voir qu'elle parle de vous aussi un peu. Quand un enfant demande, il y a des musulmans en France depuis quand? Il y a plein de gens, on fait une petite maladresse dans cette exposition, et je salue le travail des historiens, mais il y a des gens qui pensent qu'il y a des musulmans en France depuis 50, 60, allez, les plus généreux parlent d'un siècle. Parce qu'à Roubaix, on trouve des tombes où c'est écrit Mohamed et Ginette, morts en 1892. Donc, si Mohamed à Roubaix et Ginette sont morts en 1892, on part du principe qu'ils ont eu le temps de s'aimer, d'être des adultes. Donc ça veut dire qu'il y a une immigration où aujourd'hui, il y a des enfants qui sont la 5e génération. Et c'est aussi une erreur historique de penser qu'il y a des musulmans en France depuis 120 ans. On a des copains du côté de Bordeaux, du côté de Limoges, qui font des thèses, des mémoires sur la présence musulmane au 7e siècle. Évidemment, on a tous appris que Charles Martel a arrêté les Arabes à Poitiers dans une bataille mythique qui a sauvé, qui nous permet de vivre aujourd'hui dans un pays qui n'est pas l'Afghanistan. On pourrait caricaturer l'histoire comme ça. En fait, il y a eu une présence arabe en France au 7e, au 8e, au 9e siècle. Et c'était des musulmans qui vivaient en paix, qui commerçaient. Et certes, les historiens s'accordent pour dire qu'à l'époque comme aujourd'hui, il y a eu une échauffourée, vraiment une petite embrouille du côté de Poitiers. Et ça n'a pas empêché les musulmans d'être en Europe pendant 7 siècles. Donc, quand on entend Ramatuelle, très cher à notre Brigitte Bardot, Ramatuelle est bien un nom qui évoque la présence arabe dans le sud de la France. Et il y avait des commerçants, il y avait des mosquées, il y avait un certain nombre de choses. On a trouvé sur une église le mot Allah écrit au Moyen-Âge. Et les historiens se disent, mais du côté de Clermont-Ferrand, pourquoi est-ce qu'on trouve le mot Allah, Dieu, sur une porte d'église? Eh bien, les camarades qui sont beaucoup plus expérimentés que moi s'interrogent. Il n'y a pas d'explication. On sait qu'il y a eu cette présence-là. Ensuite, il y a eu une longue période dans laquelle il n'y avait pas de présence musulmane. Et comme la mémoire humaine oublie, on parle beaucoup de cette histoire contemporaine qui parle des Chibani. Ça, c'était mon intro. La deuxième chose que je voulais vous dire, quand des enfants disent « mais pourquoi il y a des pays riches et pourquoi il y a des pays pauvres ?» Vous allez voir le lien entre la journée du patrimoine, la mosquée, cette exposition et ce propos. Si des enfants nous interrogent et nous disent « mais pourquoi tel pays en Amérique latine, tel pays en Afrique, tel pays en Asie est pauvre et tel pays en Europe et en Amérique est riche ?» Si nous étions fainéants intellectuellement, nous pourrions dire « bah c'est pas de bol. Si en Afrique ils sont pauvres, c'est qu'ils n'ont pas de bol. Si en Amérique latine il y a des problèmes, c'est que c'est pas de chance. » Si on était moins fainéants intellectuellement, on pourrait dire « ah ben dans les pays riches on travaille, et puis dans les pays pauvres, cool. » Et puis en plus quand on les voit, c'est vrai qu'ils sont cool, quoi. Ils ne sont pas stressés, ils ont le temps. Si on va un peu plus loin dans la réflexion, on part du principe que la France est riche aujourd'hui, mais la France de 2021 n'a pas toujours été comme elle l'est aujourd'hui au niveau mondial. Il y a des périodes historiques où des pays en Amérique latine avaient inventé des calendriers de 5000 ans. Pendant qu'on avait inventé l'eau courante en Amérique latine, on s'habillait avec des peaux de bêtes en Europe. Et on ne peut pas dire qu'à l'époque ils travaillaient et qu'en Europe on était cool. Non. À une époque où les rues de Londres ont jeté les détritus et la matière fécale dans la rue, les rues de Bagdad avaient des égouts et des lampadaires. On ne peut pas dire qu'à Londres ça ne travaillait pas. Pourtant il y a eu des mouvements industriels importants lors de la seconde et de la première. Pourquoi je vous raconte ça? Pas pour vous embrouiller. J'ai une intro sur la présence musulmane en Europe, en France.
Je vous ai parlé des pays riches et des pays pauvres. Il s'avère qu'il y a un cercle vicieux quand on est un pays riche et il y a un cercle vicieux quand on est un pays pauvre. Quand on est un pays riche, parce que c'est un processus historique long, complexe, eh bien on investit dans la culture, dans la science. Les Arabes et les musulmans l'ont fait pendant 7 siècles. Après, ils ont arrêté de le faire. Et du coup, ce qui explique l'état de certains pays. En Europe, on investit beaucoup dans la culture et dans l'éducation. C'est pour ça qu'on vit une société extraordinaire. Et c'est pour ça que Thomas Pesquet nous fait des coucous tous les soirs avec 24 couchers de soleil par jour. Parce qu'on est un pays moderne, cultivé. Mais on est dans un pays où il y a eu aussi des pauvres, il y a des pauvres, et la France, dans son développement, a fait appel à de la main-d'œuvre étrangère récemment. Avant de faire appeler les Chibani, il faut savoir que pour tenir tête à l'Allemagne, 40% des troupes françaises disaient Allahu Akbar avant d'aller combattre. Parfois, le sergent aussi y allait à son Allahu Akbar. À l'époque, il y avait une sorte de djihad militaire pour dire aux Sénégalais, aux Camerounais, aux Marocains, aux Algériens, aux Tunisiens, de dire allez, on va tenir tête à l'Allemagne et donc on va faire appel aux colonies. Donc il y a eu 1870, 1914, 1945. Et donc à l'époque, Mohamed, étaient des gens qui priaient 5 fois par jour, comme dans la mosquée de l'île Sud, que vous visitez dans le cadre de la journée du patrimoine, et en même temps étaient dans les forces françaises. Jamel Debbouze en a fait un film. Après la guerre, il a fallu développer, et là je fais un raccourci historique, après la guerre, il a fallu développer le pays, la France, et donc la France manquait de main-d'œuvre pour le textile, la sidérurgie, le charbon. Et donc, il y a eu des accords bilatéraux avec des pays issus des ex-colonies pour que de la main-d'œuvre qui accepte d'être payée jusqu'à 60% moins cher nous permette aujourd'hui, en 2021, d'être un pays riche. C'est aussi un des ingrédients de la richesse de la France, de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Italie, de l'Angleterre. Des pays ont fait appel à la main-d'œuvre étrangère. Dites-vous que si les États-Unis d'Amérique sont la première puissance mondiale, c'est grâce à son immigration. À part le Japon, dans un contexte très particulier, il n'existe pas de pays riche, développé, qui n'ait pas fait appel à la main-d'œuvre étrangère. Et donc, si nous avons une qualité de vie en France, c'est parce que des Chibani et des Chibanias sont venus du Maroc, d'Algérie, et ils sont venus travailler en France en respectant les lois de la France. Et en 1976, je fais encore une fois un raccourci historique avant de vous laisser regarder les panneaux et puis poser des questions. En 1976, le Conseil d'État a considéré qu'une femme avait le droit de rejoindre son mari en France au nom de la vie familiale. C'est ce qu'on appelle le regroupement familial. C'est Jacques Chirac à l'époque qui était en responsabilité avec Valéry Giscard d'Estaing. Et donc le regroupement familial a permis à des gens d'arriver en France. Il y a des gens qui pourraient dire il y a trop d'étrangers en France, il y a trop de musulmans en France. Il faut quand même que la France ne soit pas déstabilisée. Il s'avère que le nombre d'immigrés en France depuis 60 ans n'a pas bougé. Il correspond environ à 7% de la population. Et le ministère de l'Intérieur, même si les statistiques ethniques sont interdites, veille toujours à ce que le chiffre de 7% de la population globale ne soit pas dépassé, alors qu'un certain nombre de personnes, quand ils prennent le métro à Roubaix ou en banlieue parisienne, ils disent « Oh, il y a des Noirs et des Arabes et il y a des musulmans. Les Chibani ont fait plein d'enfants, on est envahis. » Il s'avère que vous pouvez traverser 600 km en France, entre l'Ardèche, le Loiret, en passant par le Périgord, la Normandie, Étretat, 800, je vais dire des noms de bleds, où vous n'allez pas croiser une personne asiatique, une personne africaine, une personne musulmane. Il s'avère que dans les grandes villes, il y a une concentration de personnes de culture musulmane qui fait un effet loupe, où les gens disent « Oh, j'ai été à Saint-Denis, c'est pas la France, hein. C'est plus la France. Hein. J'ai été à Roubaix, à Alépel, il n'y a plus de blancs. » Ça, ce sont des visions simplistes de ce qu'est la société et de ce qu'est l'islam en France. Il y a un certain nombre de musulmans en France, on parle de 7 à 9 millions. Ce chiffre n'augmente pas. Et donc, en tant qu'historien, je suis obligé de vous dire que cette exposition, elle explique le rôle des Chibani, parce que quand vous prenez l'autoroute, vous avez pris l'autoroute cet été pour partir en vacances, eh bien, la moitié des autoroutes ont été construites par les Chibani. Vos enfants vont à l'université. 1/3 des universités ont été construites par les Chibani. Vous allez au stade, peut-être, ou au théâtre. 30% des stades, des infrastructures ont été construites par les Chibani. Et un Chibani va vivre 70 ans en France
Et j'ai fait des interviews de Chibani, je dis, monsieur, le commissariat de police, il m'a dit, j'ai jamais été au commissariat de police de ma vie. Je dis, vous avez jamais été? Non. Vous n'avez pas faire des papiers? Non, j'ai jamais été dans un commissariat de ma vie. Ah oui, mais pourtant on nous dit que l'immigration est égale délinquance. Oui, mais nous on est trop occupés à travailler. Et après, quand le chômage a augmenté, l'immigration a diminué et aujourd'hui, 250 000 personnes entrent sur le territoire français. Donc, les autoroutes, les Chibani, les universités, les Chibani, 70% des HLM, si un jour dans votre vie vous avez habité dans un HLM, c'est un Chibani qui l'a construit. Avant de mettre 2 coups de tête au Stade de France, Zidane, son père, il a mis 2 coups de pelle. Il était sur le chantier et il disait un jour, mon fils, il va jouer dans un stade. Ses camarades rigolaient. Ils ont moins rigolé en juillet 98. Donc les Chibani, ça a donné des Omar Sy, des Jamel Debbouze, des Yannick Noah, et ça fait ce mélange français. La France, c'est pas que les Chibani, c'est aussi des gens d'Asie, c'est des gens qui viennent de partout dans le monde. Et ça ne doit rien enlever au fait que la France est un pays qui a une histoire chrétienne. La France, c'est la fille aînée de l'Église, et ça, il faut le dire, le répéter, l'enseigner aux enfants. Il faut enseigner le fait que la France, elle a des racines de plus de 2000 ans, que la France, elle a eu des tribus gauloises, mais il y a plus de mots arabes que de mots gaulois dans la langue française. Il y a aussi des mots anglais, des mots américains, mais ce que nous, on apprend au lycée Averroès à nos élèves, c'est d'aimer la France, de respecter la France, de connaître l'histoire de la France. L'histoire de la France, c'est Charlemagne, Charles Martel, Louis XIV, Napoléon, mais aussi un petit peu les Chibani. C'est important, et c'est aussi André Truong, qui est venu d'Asie et qui a inventé le premier ordinateur. C'est aussi Michel Drucker. Michel Drucker, ses parents étaient émigrés. Picasso, on lui a refusé la nationalité française. On estimait qu'il n'était pas de bonnes mœurs. Mais aujourd'hui, ces tableaux coûtent très cher. Ça, c'est un autre sujet. Gainsbourg est issu de l'immigration. Le nombre de personnes issues de l'immigration en France, Chagall, il est extraordinaire. Et c'est ce qui fait aussi que partout dans le monde, on regarde la France, qui a 2000 ans d'histoire, qui est un musée à ciel ouvert. En France, on empaquete même l'Arc de Triomphe. Et donc l'Arc de Triomphe sous lequel des personnes issues de l'immigration ont défilé avec le général de Gaulle. Pourquoi? Parce qu'ils ont participé à la libération de la France. Donc cette exposition, les organisateurs ont eu l'intelligence de lier cette exposition à la journée du patrimoine. Pour dire que partout en France, il y a des Chibani qui ont une histoire incroyable. Et enfin, j'ouvre une dernière parenthèse qui me tient à cœur. J'ai une amie, alors entre historiens, on se raconte ce que chacun écrit sur quoi. La France est un pays d'accueil. Et c'est un pays où la culture chrétienne a une place importante. Le diocèse, dans les années 70, a accueilli les Chibani. Le diocèse a prêté des salles pour que les gens puissent prier. Et ça, il faut le dire. Il faut le dire parce que ça honore la France. Et au même titre que des musulmans ont sauvé des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale à Paris, le diocèse a vraiment, on le voit aujourd'hui encore, dans la fraternité, dans les actions de solidarité, qui vous voyez toujours en première ligne à accueillir les réfugiés, pas que les chrétiens d'Irak, les sans-papiers musulmans, quelle que soit leur origine, on voit des gens d'église. Et ça, c'est important de le dire. Parce que si je refuse les loupes historiques sur tel ou tel sujet, je dois avoir une vision globale. Je ne peux pas tout vous dire. Mais je peux vous dire que la France, c'est un beau grand pays. On apprend, nous, à nos gamins, à aimer le drapeau français, à dire liberté, égalité, fraternité et laïcité, parce que c'est très important. Et en même temps, on ne doit pas oublier ces gens qui sont venus. Enfin, je termine, deuxième parenthèse, et après je vous donne la parole. Les Chibani sont venus du Maghreb, et ils ont participé à l'essor de la France. Ils ont donné un petit coup de pouce à leur pays d'origine, qui est dans le cercle vicieux de problèmes de gouvernance, corruption, classe politique pas à la hauteur, manque d'investissement dans la culture, dans l'éducation. C'est l'état des pays du Maghreb aujourd'hui, il faut le dire. Même jusqu'au Liban, parce que le Liban n'est pas au Maghreb, mais dans les pays arabes, il y a un problème de démocratie, il y a des problèmes de corruption. Et c'est un phénomène historique. Ce qui ne nous empêche pas de responsabiliser toutes les personnes, y compris moi, qui sommes d'origine de ces pays et qui vivent là-bas. Il n'est pas question de dire c'est pas de leur faute. Si, il faut prendre la responsabilité. Mais il y a aussi des gens riches dans ces pays qui s'accaparent une partie de la richesse. Et en France, on a des gens pauvres. On est un pays riche, mais il y a des gens aussi en difficulté. Ma dernière parenthèse historique, vous le verrez, c'est quand, je le disais tout à l'heure à mon ami Marlouf, l'histoire, vous savez, c'est des fenêtres qui s'ouvrent comme ça. Ça peut être le ventre d'une femme pour un accouchement. Vous avez un rendez-vous historique pour faire quelque chose, hop, vous ne pouvez pas le faire. En fait, on a proposé aux Chibani de ramener leurs femmes et leurs enfants.
pendant quelques années, 4 ans. Et à un moment, la loi a changé, c'était plus possible. J'ai interviewé des gens qui pleurent et qui me disent « j'ai raté ma vie ». Et je lui dis « pourquoi tu as raté ta vie ?» Il dit « parce que je n'ai pas ramené ma femme et mes enfants. Et ça fait 40 ans et ils sont au pays et ils me détestent aujourd'hui. » Donc il y a des rendez-vous historiques comme ça où quand la loi a changé, vous ne pouviez plus ramener votre femme et vos enfants. Les critères avaient changé en fait. Et en fait, c'était plus possible dans un foyer d'amener une femme et des enfants. Donc on a dit à des gens non. Et ils n'ont pas été au pays longtemps. Et là-bas, il y a eu un ressentiment. Pourquoi il ne nous a pas amenés, il ne nous aime pas. Et il y a des gens, ils sont à peu près 50 000. Ils pleurent aujourd'hui. Ils sont dans la solitude, dans la détresse. Et ils disent, on aurait peut-être dû ramener notre femme et nos enfants. Et ça, je ne porte aucun jugement sur ça. Parce que moi, mon père a fait le choix d'amener ma mère. Et on ne fait jamais le procès de quelqu'un. On ne fait pas le procès de l'histoire. On ne connaît pas le parcours des gens avaient des doutes. Les gens au début voulaient venir travailler en France, à l'île Sud, et puis repartir au pays. C'est la tempête de l'histoire. Des fois, il vous arrive quelque chose et vous ne savez pas ce qui se passe. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est... Je sais que l'équipe a prévu après une collation, un moment de fraternité, très important parce que c'est les moments informels qui sont importants. Rapidement, de l'immigré au Chibani, dire qu'au début les gens étaient immigrés, c'est compliqué pour moi de balayer, de faire des grands écarts historiques. Ça explique en fait qu'à un moment il y a eu la crise économique et qu'il y a des personnes qui vivent dans des petites pièces de foyer, dans des conditions pas extraordinaires, mais qui ont continué à travailler de manière très sérieuse. L'exposition ne le dit pas assez, mais ces personnes sont de confession musulmane et on leur a toujours laissé la possibilité de pratiquer leur religion. C'est la laïcité et donc c'est important de le dire. Ensuite, il y en a, je vous ai dit, qui ont ramené leurs enfants, d'autres qui ne les ont pas ramenés. La France est un pays où il y a 20% de couples mixtes, c'est le plus haut taux en Europe. C'est ce qui explique qu'en France, il y a une mixité sociale importante. Pour vous donner une idée, en Allemagne, en Angleterre, 5%, en Allemagne, 3%. Ça veut dire que les gens qui disent qu'en France, ça ne va pas, etc., se trompent. S'il y a des couples mixtes, ça permet de tirer la société vers le haut, sans remettre en question le corpus de la France, pays chrétien, qui a 2000 ans d'histoire, qui a fait la Révolution française, qui défend la laïcité. Ensuite, ça explique les 3 temps de l'immigration, et puis ça explique aussi qu'aujourd'hui, ça c'est l'exposition qui est un peu triste, c'est qu'il y a des Chibani qui sont un peu clochards, tout en restant dignes, c'est-à-dire toujours très bien habillés, toujours la classe, mais ils vivent dans une grande pauvreté. Pourquoi ? Parce qu'ils touchent une retraite misérable, alors que la vie est chère, et qu'ils ne sont pas propriétaires. Et donc l'exposition explique un peu une déchéance. D'autres, ceux qui ont ramené leurs enfants, s'en sont mieux sortis. Leurs enfants ont fait des études, parfois de manière spectaculaire. Il y a des gens qui viennent d'Algérie, qui ne savaient ni lire ni écrire, leurs enfants sont doctorants. Ça existe, c'est la vie quotidienne de plein de gens à l'île Sud et à Villeneuve-d'Ascq. Des gens qui viennent du Rif marocain et qui ont des enfants qui font... j'ai compté 50 années universitaires dans une famille. 50 années. Je sais pas, des fois il faut 4 générations pour faire ça. Et là, le monsieur, il a... Madame Amourouni vient de nous quitter il n'y a pas longtemps, elle a 9 enfants, il y a 7 médecins. Un kiné, une infirmière. Et les autres ont dû suivre le peloton. Le chef de réanimation à Lille, qui a sauvé des centaines de personnes du Covid, son père c'était un Chibani. Je vous en parle, j'en ai la chair de poule. Donc je lui ai envoyé un SMS il n'y a pas longtemps pour lui dire « Ta mère a beaucoup donné pour la France lui a donné aussi beaucoup. » Mais tous ces gens-là qui font jamais les faits divers, tous ces gens-là dont Éric Zemmour ne parle pas beaucoup dans ses livres, c'est que voilà, si un jour Éric Zemmour, je ne lui souhaite pas, se fait opérer du cœur, il a 43% de chance, parce que 43% des médecins en France sont originaires du Maghreb. Et donc ça soit peut-être Mohsin Amrouni qui l'opère et qui ne lui demandera pas ses idées politiques, c'est la laïcité, qui lui dira voilà, je suis venu de l'étranger, j'aime la France, et je vous opère, quelles que soient vos origines, votre nom, etc. Mais pendant le Covid, on a découvert que 43% des gens qui étaient médecins dans les hôpitaux français sont originaires du Maghreb. On n'en parle pas beaucoup. On dit juste que l'équipe de France, elle est très colorée, parce que ça se voit en fait, et je peux comprendre que ça se voit. Au même titre que les All Blacks, qui sont l'équipe de la Nouvelle-Zélande, il n'y a que des Blancs. Et pourtant, c'est la Nouvelle-Zélande. À l'origine, ce n'était pas le peuple autochtone. Mais il faut accepter, c'est l'histoire. On ne porte pas de jugement. J'ai été un peu long, mais en même temps, ça me passionne. Encore merci à l'équipe. Le mot Chibani, que veut-il dire? Alors monsieur, je peux vous dire, le mot Chibani, il veut dire « vous êtes un Chibani, vous ».
Oui, ça veut dire cheveux blancs. Cheveux blancs. Ah, d'accord, merci. Quand on est branché en 2021 et qu'on parle des personnes âgées, on parle de la silver economy. Vous avez entendu parler de ce terme pour dire le business des personnes âgées. Nous, on dit Shibani, c'est un des 800 mots qu'il y a dans la langue française. C'est un mot aussi qui est affectueux. Hein. Quand on dit en arabe Shibani, il y a une sacralité des anciens. Hein. Dans la communauté musulmane, les anciens, ça a un caractère spécial, sacré. Le papa, la maman, le grand-père, la grand-mère ont normalement un caractère sacré. Et le respect. Et le respect, tout à fait. Une autre question, des demandes. Allez-y, vraiment, parce qu'on va... C'est un moment de partage et d'échange et j'ai aussi envie de... Vous voulez réagir à un propos? Encore une, est-ce que le Maghreb a une place spéciale dans le monde arabe? Alors, d'abord, c'est une très bonne question. Je l'ai dit à des élèves il n'y a pas longtemps, d'abord je vais parler du monde musulman. Les Arabes sont minoritaires dans le monde musulman. Il y a moins de 20% des musulmans dans le monde qui sont arabes. Et les premières églises, j'aimerais bien que mes élèves fassent des exposés pour Éric Zemmour, mais les premières églises étaient arabes. Aujourd'hui, quand on fait des fouilles archéologiques entre la Turquie, la Syrie et Antioche, on s'aperçoit que les premières églises qui ont traduit ce que Paul a fait de l'Évangile étaient en fait des Arabes. Donc à Jérusalem, là, si vous vous promenez à Jérusalem, vous croisez des Arabes chrétiens qui suivent la tradition syriaque, des traditions qui sont plurimillénaires. Et donc aujourd'hui, si je vous dis, il y a des gens qui vont dire, j'ai vu un garçon qui s'appelle Kader, c'est forcément un musulman, et j'ai vu un garçon qui s'appelle Michel, c'est forcément un chrétien. Vous savez, vous trouvez un Michel musulman et un Kader qui est chrétien. Et donc le Maghreb est à distinguer du Mashrek, fait Maroc, Algérie, Tunisie. Et c'est des spécificités qu'il n'y a pas au Moyen-Orient en matière culturelle, même au niveau de la langue, c'est très particulier. Chaque pays a son dialecte un peu. C'est un peu, si je peux vous dire que la différence entre le Maroc et l'Algérie au niveau du dialecte, c'est la différence entre le néerlandais de Courtrai et le néerlandais d'Amsterdam. Ils se comprennent, mais il y a des divergences linguistiques. Mais ils se comprennent. Après, il y a aussi des Kabyles, des Berbères, des Rifs qui ont des liens aussi, des mots, un peu partout au Maghreb. Et donc, il y a aussi des Kabyles dans les personnes ici, et puis des gens de confession musulmane. Des questions? Oui. Ça arrive souvent aux années 50, 70, etc. Qu'est-ce qu'il en est après jusqu'à maintenant? Alors, on en parle un petit peu. L'exposition, dans la prolongation, elle explique qu'une partie de ces hommes ont vécu une terrible injustice. Ceux qui ont combattu pour la France touchent 70 € par mois de pension militaire. 70 €. Vous savez, la France n'est pas toujours reconnaissante. Hein. Elle était déjà pas reconnaissante envers des Français déjà... qui étaient français depuis plusieurs lignées. C'est une tradition en France. Hein. Alain Juppé avait dit « En France, on lèche, on lâche ». Quelqu'un connaît cette phrase? En fait, en France, on peut adorer quelqu'un et le détester après. On lèche, on lâche, on lynche. Il y a des gens qui ont sauvé la France dans des batailles très importantes et qui n'ont pas eu beaucoup de reconnaissance. Il y a des ouvriers qui ont construit des universités, qui ont eu des retraites pas terribles. Et donc, madame, la suite explique qu'une partie d'entre eux vivent dans une misère sociale, ceux qui n'ont pas d'enfants. Donc nous, avec notre association, on va leur porter des repas chauds, des conseils juridiques. Voilà, on vient donner un petit coup de main modestement.